L'ADN de Patricia, épisode 8. Allons jusqu'au boutisme. Le Bhoutan est un exemple qui devrait servir à mettre en place dans le cadre de l'ADN qui nous intéresse ce que l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, a créé, l'indicateur du bonheur. Le BIB du jour d'après. La fourniture de l'ADN n'est qu'un problème de mathématiques à résoudre. Comme pour tous les problèmes, il faut rédiger l'énoncé, établir les hypothèses, faire la démonstration pour atteindre la solution et rédiger la conclusion. Allons-y. Au 1er janvier 2016, l'énoncé se pose dans ces termes. Axiomes, théorèmes et définitions. Million égale 1000 fois 1000 égale 10 puissance 6. Milliard égale 1000 millions égale 10 puissance 9. Billion égale 1 million de millions égale 10 puissance 12. Nota. En anglais, avant ou après le Brexit, lol, mort de rire, 1 billion signifie 1 milliard, différent de billion de dollars US. Billion de dollars égale 1000 milliards de dollars US. PIB, produit intérieur brut d'un pays, indicateur de richesse du pays, tout ce qui est produit dans le pays en une année. Calcul des valeurs ajoutées de tout ce qui est produit dans le pays. Production non marchande, publique, et production marchande, privée. IPC, indice des prix à la consommation. PIB, indice petit n. PIB nominal. PIB indice petit r. PIB réel égale PIB nominal divisé par IPC. PPA, parité du pouvoir d'achat. La parité du pouvoir d'achat, PPA, est un taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre la quantité d'unités monétaires nécessaires dans des pays différents pour se procurer le même panier de biens et de services. Ce sera un indicateur nécessaire en cas d'application de l'ADN en Europe, par exemple. Le BIB, BIB, sigle, bonheur intérieur brut. Cet indicateur intègre la santé et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, par exemple. L'énoncé. Une population de NHAB égale 66 627 602 citoyens ayant besoin de vivre au quotidien sans obligation de travailler, fournit une quantité d'argent dématérialisé numérique, donc virtuel, qui peut se transformer en or grâce au principe de la récompense par économie d'ADN. La population choisie au hasard, c'est la France. LOL. Soit VM égale la valeur mensuelle d'ADN fournie. En supposant que VM égale 1000 € par mois, équivalent d'ADN, soit fourni à chaque citoyen, la population doit pouvoir posséder une masse monétaire d'ADN, MADN, égale 66 627 602 fois 1000, c'est-à-dire
66 627 602 000 euros. Donc sur un an, multiplié par 12 égale 799 531 224 000 euros. Ces mêmes citoyens consomment l'ADN sur un marché de biens et de services vitaux et fournissent donc à d'autres citoyens ou à eux-mêmes du travail qui est rémunéré en or. Ils peuvent aussi consommer de l'or sur un marché de la richesse et donc fournir à d'autres citoyens ou à eux-mêmes du travail qui est rémunéré aussi en or. Le PIB en 2016 de la France, oui, en gros, vous comprendrez que je ne révèle pas mes sources, s'élève à 555,4 milliards d'euros. Cette valeur n'est pas en réalité le PIB total qui sera, je ne sais pas, en 2016 combien, parce que ces 555 milliards d'euros correspondent au moment où j'écris au premier trimestre de 2016. On peut estimer qu'en 2016, le PIB total de la France sera donc de 2000 milliards d'euros. Donc, pour obtenir 799 531 224 000 euros, il manque 244 131 224 000 euros et tout le PIB y passe. Donc, donner 1000 euros à tout le monde est impossible. Donc, il faut revoir ma copie. Allons, prenons VM égale 500 euros. Pour 500 euros, il faut 799 531 224 000 divisé par 2 égale 399 765 612 000 euros. Il reste donc 555 400 millions d'euros. Moins 399 765 612 000 euros égale 155 634 388 000 euros de PIB. En gros, 2335 euros par an d'argent de poche par habitant. Sachant que l'ADN est une monnaie virtuelle, le pouvoir d'achat de cette monnaie sera défini et variable selon un indice des prix fixé par VM, cette valeur moyenne mensuelle de la quantité d'ADN nécessaire pour respecter les règles de convergence. Donc, a priori, il serait possible de donner 500 euros d'équivalent or en ADN sans appauvrir les Français. C'est mieux que le RSA, n'est-ce pas? Seulement, cela ampute quand même la richesse du pays de beaucoup d'euros. Bref, tout le monde n'est pas d'accord. Je sens ces choses-là. Mais avec le principe de l'économie et de la récompense, voyons si nous pouvons faire mieux pour que le citoyen s'enrichisse sans trop l'imposer. En fait, le problème est comment donner le moins possible d'équivalent or en ADN afin que le citoyen s'enrichisse d'autant plus qu'il consomme mieux pour gagner sa vie. Le Bhoutan le fait, pourquoi pas nous en France? Ou en Europe, tiens. Bien sûr, le Bhoutan, c'est un petit pays. Les problèmes sont un peu différents, mais quand même, le principe est là. Je propose de transformer le PIB en ADN. J'en entends crier « Au viol, il est fou ce mec, je n'ai pas travaillé toute ma vie pour me voir dépouillé de mon or, gagné à la sueur de mon trader. Du brûlé est malade, il faut l'enfermer. » Oh, du calme. Qu'est-ce que cela change au fond? Ce n'est rien de plus que de changer le nom, puisque le PIB, c'est de la richesse produite par l'être humain.
c'est de l'or qui va circuler dans le marché de la richesse pour recréer de la richesse pour l'être humain. L'ADN, c'est aussi de l'or potentiel, mais de l'or que tous les êtres humains auront. Alors qu'aujourd'hui, seule une partie des êtres humains ont cet or. Ce qu'il revient tout de même à la fin. En fait, le problème à résoudre devient comment transformer non pas le PIB en ADN, mais faire tendre le PIB vers le BIB, le bonheur intérieur brut. La solution, vous la connaissez. Créer le marché de biens et de services vitaux. Sur ce marché, le PIB devient le BIB et donc l'équation résolue. Nous aurons donc à nous occuper un peu plus du BIB que nous ne le faisons maintenant. Le moyen pour obtenir un BIB, c'est le principe de la récompense associée à l'économie. Qu'est-ce donc que le PIB alors? C'est le bonheur intérieur brut. Le BIB, c'est d'abord faire accepter à l'humanité que les biens vitaux ne peuvent appartenir qu'à l'humanité et pas à un seul être humain ou une seule compagnie. C'est essentiel pour la survie de l'humanité. Ce n'est pas difficile à admettre dès lors que le principe de la récompense individuelle a été accepté. Il faut toujours se rappeler que nous avons changé de règne. C'est simple, un brevet dit vital appartient à son propriétaire, mais l'exploitation de ce brevet appartient à l'humanité. La notion d'appartenance est une notion relative dont j'ai déjà parlé. Un enseignant a d'abord été enseigné. Ses connaissances ne sont pas innées, par conséquent le résultat de ses recherches est le fruit d'une équipe, pas d'un seul. Il est donc aberrant que l'humanité laisse quelques êtres humains s'approprier ses biens sans rechigner. L'humanité n'est pas un groupe de personnes, c'est l'ensemble des êtres humains de la planète. En 1791, les gueux ont retiré les privilèges aux suzerains et ses vassaux. En 2017, nous récupérerons les biens vitaux de l'humanité. C'est exactement la même chose au football. Une star n'existe que parce que l'équipe est bonne. La récompense individuelle dans une équipe crée des tensions entre les joueurs qui font baisser les performances. Donc nous voyons bien là que la notion de récompense individuelle de l'être humain ne peut fonctionner que sur un marché différent de l'existant. Est-ce que marquer un but est vital pour le joueur? Non, parce que de toute façon, il aura déjà gagné suffisamment sa vie pour être tranquille, même s'il est viré de l'équipe. Par contre, si la récompense est partagée par tous les joueurs de l'équipe, alors chacun fera en sorte que l'autre marque un but. Pas de but, pas de récompense. C'est la punition collective qui règne sur le marché de la richesse. Tout est dans la motivation. Cette motivation doit être apprise dès l'école. La notion de performance et de compétitivité dans le cas de l'ADN est une notion humaniste, car elle prône l'économie des ressources de la Terre qui mène au bonheur simple de vivre. Dans le cas du football, la notion d'économie de la ressource n'existe pas, car on ne doit pas faire l'économie de but dans un match. Mais un but n'est pas un bien vital. Laissons donc le footballeur vivre dans le marché de la richesse. Mais dans ce cas, pour se payer une place dans un stade, il faudra travailler ou faire des économies d'ADN. Nous pourrions donc définir le BIB, le bonheur intérieur brut, comme étant la somme de toutes les économies faites sur une année grâce à l'ADN transformé en or sur le marché des biens et des services vitaux. Plus les économies seront importantes, plus le bonheur sera grand pour chacun et donc pour tout le monde. Déjà, remarquons que si nous donnons 500 € au mois de janvier en équivalent ADN à chaque citoyen, et en supposant que sur ces 500 €,
chaque citoyen économise 100 euros, alors en fait le pays n'aura donné à chaque citoyen ce mois de janvier que 100 euros en or aux citoyens, puisque les 400 euros auront servi à la consommation, donc auront produit de la richesse en augmentant le PIB à coup sûr. Le but de l'ADN étant de consommer. Obligatoirement, la croissance sera en hausse puisque la demande sera plus forte. Je rappelle que l'ADN non utilisée est détruite chaque mois, comme le font actuellement les banques en détruisant le capital remboursé dans le cas des prêts accordés aux citoyens, qui remboursent avec des intérêts, qui eux font vivre la banque. De plus, sur les 100 euros donnés, une partie est épargnée, une partie est réinvestie et une partie est spéculée. Donc les 100 euros participent de fait à l'économie et aux impôts si le citoyen ne travaille pas. Donc en fait finalement ce n'est pas 100 euros en ADN qui est donné, mais moins. Le PIB est alors évalué comme étant la quantité d'ADN transformée en or par économie. Cet or étant consommable sur le marché de la richesse, augmentant ainsi la croissance et donc le PIB. Les hypothèses. Chaque citoyen reçoit au premier jour de chaque mois une quantité d'ADN égale, quel que soit son statut. Il y a 3 statuts, adolescent, adulte et retraité. Chaque citoyen consomme son ADN librement sur le marché des biens et des services vitaux et peut faire des économies selon les règles de convergence. L'économie réalisée se transforme en or suivant la règle de convergence utilisée pour faire cette économie. L'or résultant de cette transformation sera partagé en 2 parties égales entre le citoyen et le fournisseur de l'ADN, l'État par exemple. Cet or peut être épargné sur le compte ADN du citoyen ou réinvesti sur le compte or du citoyen sur l'un ou l'autre des 2 marchés. C'est le principe de la récompense qui fonctionne aussi bien pour le citoyen que pour l'État qui fournit l'ADN. Si l'adulte possède un travail sur l'un ou l'autre des 2 marchés, alors cet or, et seulement cet or, ne sera pas imposé tant qu'il aura du travail. Dans le cas contraire, il sera imposé chaque fin de mois, date à laquelle l'ADN non utilisé est détruite. Le cumul d'ADN est donc impossible. Je rappelle que le contrôleur d'ADN contrôle cet or. Chaque citoyen peut consommer son or sur le marché de la richesse comme il l'entend. Chaque citoyen peut travailler sur le marché de la richesse comme il l'entend, mais toujours en respectant les règles de convergence et le code du travail. L'or issu du travail sur l'un ou l'autre des 2 marchés est imposé directement à la source en fonction des règles de convergence et selon le code du travail. Par exemple, on pourrait imaginer, mais cela reste à définir en fonction de l'éthique et de la justice sociale, que l'impôt est plus fort sur le marché de la richesse que sur celui du marché des biens et des services vitaux, à salaire égal, mais toujours dans cet esprit de récompense en fonction des économies faites des ressources de la terre. Chaque citoyen peut épargner son or sur son compte ADN ou le faire fructifier. Les intérêts ne sont pas imposables tant que le citoyen travaille. On rappelle la définition de la convergence, c'est l'assurance du respect des intérêts particuliers pour l'intérêt général. Exemple, partager le travail. Le respect des acquis sociaux. Bien sûr, vous vous demandez comment passer d'un système à 2 systèmes sans casser les œufs ou tuer la poule aux œufs d'or. Si nous considérons que ceux qui auront vécu avant l'ADN et ceux qui vont vivre après seront les mêmes, augmentés de ceux qui vont naître ce jour d'après, il y aura forcément une transition à prévoir pour les citoyens du jour d'avant qui travaillaient. La règle de convergence sera de respecter leurs acquis sociaux quand ils passeront le jour d'après.
Tout sera une question de soft, donc du travail pour les informaticiens. De même pour le Lartphone, il y aura du travail pour les techniciens du numérique et ceux des ondes radio. Je ne doute pas que les acteurs de la réalité augmentée auront aussi leur part de travail pour résoudre les problèmes de sécurité des propriétaires de l'ADN. L'impossible continuation. Je ne suis pas un expert en économie. Cependant, d'après ce que j'ai pu entendre et voir aujourd'hui dans les médias, il semblerait que d'un seul coup on puisse donner aux jeunes de 18 à 25 ans le RSA, alors que jusqu'à maintenant ce n'était soi-disant pas possible. On dit aussi qu'il faudra travailler jusqu'à 65 ans si on veut que le système de retraite soit pérenne. De plus, quand le prix du lait diminue, on donne de l'argent aux agriculteurs, mais les agriculteurs ne gagnent pas plus leur vie pour autant. De plus, ils sont obligés d'emprunter de l'argent pour financer leurs outils de travail. Si nous donnons à la place de l'ADN aux consommateurs pour acheter du lait, l'agriculteur vit alors de sa production dans l'esprit de convergence, et tout le monde est content. Comment est-ce donc possible de financer toujours plus des aides sociales pour quelques-uns alors que le taux de chômage augmente et continuera d'augmenter? C'est inéluctable. Peut-être est-ce qu'à chaque réforme on ne tient pas compte de mon jour d'avant et qu'à chaque fois le jour d'après je vois mon pouvoir d'achat diminuer, mes impôts sur le revenu augmenter, mes impôts fonciers augmenter, ma taxe d'habitation augmenter, et pas qu'un peu. Au passage, cette année 2016, 30% d'augmentation, et en 2017, mon impôt sur le revenu va faire un bond d'environ 280%, parce que mon épouse aura touché ses malheureux 500 € de retraite mensuelle. Et oui, on passe de 600 à 1600 €. Pas mal, hein? C'est peut-être ce que l'on appelle la PPA du couple. Un couple vit dans un même pays, chacun utilise la même monnaie. Si la parité existait, ils devraient avoir le même pouvoir d'achat. Quand un des deux est en retraite et que l'autre ne travaille plus, pour diverses raisons, le couple sépare son revenu en deux par esprit de famille, ou par solidarité, ou même simplement par amour. Le pouvoir d'achat est donc le même. Bon, jusque-là, tout va bien, on ne va pas se plaindre. Seulement, dès que l'un des deux éléments du couple touche sa retraite, celui-là devrait pouvoir espérer avoir une certaine indépendance vis-à-vis de l'autre, le rendant un peu plus fier de participer aux revenus du couple en augmentant son pouvoir d'achat. En réalité, ce qu'il se passe, c'est que le fait d'être marié augmente la dépendance de l'un par rapport à l'autre, en ce sens que le pouvoir d'achat n'augmente pas, mais diminue pour l'un et l'autre, puisque les impôts augmentent fortement pour le couple. Ce qui est en fait est purement injuste à cause de cette notion de pourcentage global qui n'incite pas à l'esprit de famille. Je comprends que l'impôt soit plus fort puisque le couple gagne plus en totalité. Mais ici, la punition collective est terrible, toujours parce que la notion de pourcentage est injuste. Ici, entre autres, c'est l'effet binaire de la tranche d'impôt qui ne va pas. Les impôts ne sont pas linéaires, ils sont exponentiels. Les augmentations de salaire, elles, ne sont pas exponentielles. Si j'étais encore au boulot, je plaisanterais en disant que j'en ai marre de payer mes impôts en belle. Au passage, un petit clin d'œil à Patricia, qui est la seule à comprendre cette plaisanterie, à moins que vous n'ayez résolu son énigme. Enfin bref. Effet binaire du barème de l'impôt. Le couple Dubreuil vit avec 2500 € de pension mensuelle. Il a payé 600 € d'impôt sur le revenu 2015. Je dois dire que c'était une bonne nouvelle. Bref, ils ont diminué par rapport à l'an dernier. Un coup de pub du président de la République sans doute. En mathématiques, la règle de 3 dit pourcentage d'impôt, 2% d'impôt. Maintenant, le même couple, lol,
Ils sont toujours ensemble. Qui touche 3 000 € de revenus mensuels devrait donc payer 720 € d'impôt, si l'impôt était progressif, ou disons dans la même catégorie, ou tranche, comme vous voulez. Ce qui serait tout à fait raisonnable pour résumer. Avant, en payant 600 € divisé par 12 et divisé par 2 d'impôts, chacun vivait avec 1250 moins 25 égale 1225 € net par mois. Après, en payant 720 € divisé par 12 et divisé par 2 d'impôts, chacun vivrait avec 1500 moins 30 égale 1470 € net par mois. Seulement voilà, avec la règle utilisée par les impôts, le couple paye 1600 €, soit 66 € d'impôts par mois chacun, soit 1500 moins 66 égale 1434 €. À moins que je ne me sois trompé dans mon calcul, chacun des deux a perdu 1470 moins 1434 égale 36 € de pouvoir d'achat, sans regarder les dépenses sociales supplémentaires, puisque l'épouse de Dubrulé va par exemple payer une mutuelle alors qu'elle n'en payait pas, etc., etc., etc. Du coup, je vois nos économies disparaître petit à petit, sans que je puisse de nouveau économiser. On ne peut toujours pas aller au restaurant, voyager, ou même simplement aller voir les vedettes de cinéma monter les marches du Palais au Festival de Cannes, ou passer ne serait-ce qu'une seule soirée au Marche Club, jusqu'à pas d'heure. Vive la télé! Comment vais-je faire si cela continue à ce rythme pour aider mes enfants qui, eux, n'ont pas le droit au RSA parce qu'ils travaillent mais gagnent tout juste le SMIC? Comment ferai-je pour payer le chauffage, l'eau, l'électricité, le téléphone, mon abonnement internet, mes cartouches d'imprimante pour faire économiser du papier à la mutuelle, à la poste, à la sécurité sociale, à EDF, à GDF, au fisc, tiens encore eux. Comment ferais-je pour payer mon assurance habitation? Comment ferais-je pour payer l'essence, l'autoroute, pour aller voir mes enfants à l'autre bout de la planète? Les révisions et l'assurance de la voiture? Comment ferais-je pour rembourser mes emprunts à la consommation qui me restent jusqu'en 2023? Comment ferais-je pour prévoir ma future dépendance et payer ma future pierre tombale? Comment ferais-je pour payer les impôts fonciers de 2017 qui vont encore augmenter parce que ma commune a contracté un emprunt toxique suisse qui ruine les retraités qui ont économisé toute leur vie pour la finir près de la mer, loin du métro, des embouteillages du périphérique, loin du bruit et de la pollution, des terroristes et des casseurs? Comment ferais-je si je dépense mes économies à ça? J'ai commencé ma vie avec rien et je finirai ma vie avec rien. C'est le bide total. Bide. Bonheur intérieur détérioré. Je pense qu'il faut changer de mentalité. Les citoyens qui travaillent ne pourront plus assurer bientôt la énième devise de la France, la solidarité. Non pas parce qu'ils ne le voudront pas, mais parce que cela deviendra impossible. Peut-être qu'avant de mourir, nous aurons droit à un peu d'ADN pour avoir un peu de soupe, quand les impôts auront eu raison de ma pension et celle de mon épouse. Bon, faut pas rêver. Alors voilà ce que je propose pour changer tout ça et permettre au couple Dubrully d'aller au Festival de Cannes, pas au foot parce que son épouse n'aime pas le foot. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'enfant qui va naître, cela ne pose aucun problème de mettre le système en route immédiatement. Donc pour le nouveau-né, le seul problème à régler, c'est de définir le tuteur, c'est-à-dire celui qui va gérer son ADN jusqu'à ce qu'il puisse se prendre en charge à 16 ans par exemple. Par définition, un tuteur est celui qui est responsable et décide à la place de l'enfant ou de l'adolescent. Dans le cas général, ce sont les parents.
ou pour un orphelin, celui qui s'occupe de son bien-être. Si un choix est impossible, ce sera l'État qui sera le tuteur. Il me semble qu'il n'y a pas de solution d'alternative. Je rappelle que l'ADN est inviolable, mais que sa bonne gestion permet d'obtenir de l'or. Il faut donc bien maîtriser cette transformation. Il est clair que dans le cas des parents, cela va renforcer l'esprit de famille, sachant que de toute façon les parents ne pourront pas s'enrichir sur le dos de leurs enfants, et que les enfants non plus à l'adolescence, puisque l'ADN est personnel et non transmissible. De même pour l'État. Nous pouvons imaginer que l'ADN économisé se transforme en or en proportion de l'effort d'économie, si elle est effective ou systématique en quantité, calculée selon un minimum défini par les services sociaux en charge d'un problème lié au tutorat afin de ne pas désavantager certains des hérités de la vie. On ne choisit pas ses parents. La quantité d'ADN économisé maximum est à définir selon les règles de convergence applicables sur le marché des biens et des services vitaux, selon les besoins vitaux d'un jeune de la naissance à l'âge de l'émancipation. L'ADN transformé en or est en quelque sorte une épargne qui pourra lui servir à ses débuts dans la vie active. Quelle que soit la situation de l'enfant à son émancipation, on peut imaginer un montant minimum et un montant maximum d'or que l'adolescent possédera sur son compte en or, épargne, spéculation, investissement, tout confondu. Pour le retraité, cela ne pose pas trop de problème si ce n'est que sa retraite est un acquis qui provient de son travail et qu'il serait très injuste de la lui retirer. Il n'en est donc pas question. De plus, le capital et les économies qu'il a pu faire par son civisme et la bonne gestion de son or, puisque pour lui l'ADN n'existait pas le jour d'avant, est un bien précieux, indissociable de sa vie. C'est un acquis qui le suivra jusqu'à la fin. Dans le cas de la mise en place de l'ADN, nous avons vu que le travail qui ne sert qu'à s'enrichir imposera peut-être une baisse de la rémunération des salariés, si cela est nécessaire, mais avec un partage du travail qui augmente les possibilités de financement de l'ADN et toujours dans les règles de convergence qu'il ne faut pas oublier. Le montant des cotisations pour les retraités diminuera donc si les salaires sont plus bas, et forcément les retraites seront plus faibles puisque l'ADN sera toujours fourni à la retraite. Mais pendant la retraite, les économies de l'ADN qui se transformeront en or seront toujours d'actualité. C'est cela l'évolution. Aujourd'hui, la retraite est inactive en ce sens que le montant de la retraite est très peu revalorisé d'année en année. La retraite n'évolue donc pas. Ceci sera donc différent le jour d'après. Si l'on envisage de considérer une partie de l'or reçu à la retraite comme étant de l'ADN, pouvant être consommé uniquement sur le marché des biens et des services vitaux, selon la valeur de conversion de l'ADN en or, liée à l'indice des prix du marché des biens et des services vitaux. Le montant global restant le même du point de vue de la consommation. Cela revient à considérer une partie ou la totalité du revenu universel comme une retraite, selon le souhait du citoyen, si c'est dans son intérêt, et donc de valoriser une partie de la retraite qui, sans l'ADN, ne rapporte pas de richesse, sauf à spéculer son or. Mais comme la spéculation est fortement imposable et que l'or économisé à la retraite ne l'est pas, le résultat global peut être neutre. Ce qui est facilement calculable, comme cela se fait actuellement dans le calcul des impôts sur les revenus de l'immobilier, dans le cadre des pertes ou des gains. Pour le retraité, le crédit d'impôt compensera les pertes liées à la transformation inverse de l'or en ADN, s'il y en a. Donc pour le retraité, l'affaire est réglée et le retraité peut continuer à s'enrichir dans l'esprit de convergence. Cela ne change pas son pouvoir d'achat sur le marché des biens et des services vitaux, sauf qu'il peut augmenter sur le marché de la richesse s'il gère bien la part de sa retraite convertie en ADN. Aujourd'hui, il y a des retraités riches et des retraités pauvres. Pour le retraité riche, cela ne changera rien, voire même la transformation d'une infime partie de son or en ADN
est une goutte d'eau évaporée rapidement qui passera inaperçue dans son océan doré. Il pourra même faire des économies d'impôts grâce à la notion de gain et perte et s'enrichir encore un peu plus. Mais pour le retraité pauvre, cela change tout, puisqu'il peut commencer à s'enrichir s'il fait des économies comme il aura toujours fait toute sa vie, parce qu'un pauvre ne gâche pas son argent. C'est dans sa nature, il en a trop besoin. Le pauvre respectera les critères de convergence sans se poser de questions, et le riche commencera peut-être à y faire un peu plus attention. Ceci dit, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Tout le monde n'est pas irrespectueux de la nature et des hommes. Loin de moi les idées reçues et les projections caricaturales ainsi que les étiquetages virtuels, mais je dis simplement qu'il est plus facile de se laisser aller au gaspillage quand on est riche que lorsque l'on est pauvre. C'est une réalité qui n'est pas augmentée, celle-là. Pour le citoyen en âge d'activité, qu'il travaille ou pas, rien ne changera puisqu'il touchera le revenu universel sans condition. Par contre, il faut bien se rendre compte que si tout le monde touche un revenu universel, il risque d'y avoir une injustice entre celui qui possède déjà un travail et celui qui va entrer en activité grâce au partage du travail. Parce que le partage du travail, du temps de travail, sera une règle de convergence. Pour ceux qui ne travaillent pas, cela ne changera rien, sauf qu'il peut s'enrichir moins vite avec ses économies d'ADN, parce que, je le rappelle, elles sont imposables dans son cas. Il faut donc que, pour que la récompense soit effective pour chacun, elle le soit pour tous. Rien n'est obligatoire, mais tout est conseillé, comme V, la valeur marchande d'un bien ou d'un service vital. Le problème à résoudre est le suivant. Celui qui voudra respecter la règle de convergence du partage du temps de travail verra son revenu en or baisser, donc son pouvoir d'achat diminuer sur le marché de la richesse, le jour d'après. Sauf si les prix sont révisés compte tenu des nouvelles règles de convergence, donc si l'inflation et les taux d'intérêt sont maîtrisés. C'est l'éternel problème du chômage qui ne change pas, sauf qu'il est beaucoup moins critique pour la vie quotidienne du citoyen, puisque le travail ne sert qu'à s'enrichir. Pouvoir d'achat, économie. Le pouvoir d'achat du salaire est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. Son évolution est liée à celle des prix et des salaires. D'un autre côté, le citoyen touchera le revenu universel, donc son pouvoir d'achat se verra renforcé si son économie d'ADN est effective. Toutefois, l'or qui ne sera pas dépensé sur le marché de la richesse sera dépensé sur le marché des biens et des services vitaux, étant donné que l'indice des prix du marché de la richesse, ou l'inflation, sera dépendant de celui du marché des biens et des services vitaux. Le pouvoir d'achat peut être maîtrisé. L'important, c'est le pouvoir d'achat. Ce n'est pas la valeur que l'on peut accorder à la monnaie qui ne sert que de référence à la quantité d'or que l'on peut acheter avec. Les salaires seront donc calculés en fonction des besoins en ADN et non en fonction des marges de profit sur le marché de la richesse. Les écarts de salaire dans les entreprises étant réduits en conséquence, toujours dans le respect des règles de convergence et du code de travail. Ceci dit, le marché de la richesse est suffisamment bien géré aujourd'hui pour trouver des consensus sur la valeur d'une Ferrari, par exemple. Tout dépendra de la volonté des plus riches à accepter un nouveau riche dans leur cercle. Si nous nous plaçons maintenant du côté de l'employeur, il est bien évident que les charges sociales de l'employeur doivent aussi être raisonnables afin qu'il puisse embaucher. Il faut quand même rappeler que dans les charges sociales, il y a bien sûr les impôts pour satisfaire les besoins d'ADN, mais aussi les cotisations patronales pour les retraites et la sécurité sociale, si elle existe encore, considérant que le revenu universel ne peut tout assurer pour la santé des citoyens en cas de situation grave. Seulement, dans ce cas, le mode de fonctionnement de la sécurité sociale doit être remanié complètement.
Un système de retraite doit continuer d'exister, même si la retraite n'est pas forcément ou seulement issue du système par répartition. Avec un revenu universel, la retraite peut être aussi moins forte, même si le citoyen n'a pas su économiser de l'ADN, ou même n'a pas pu ou su trouver un travail dans de bonnes conditions. Ceci dit, si le revenu universel existe, il n'y aura plus besoin de minimum vieillesse, puisque tout le monde touche de l'ADN pour vivre. Le principe de la retraite doit pouvoir assurer un train de vie plus ou moins équivalent du citoyen, travailleur, et soucieux de l'esprit de convergence de l'humanité. En principe, un cadre moyen qui prend sa retraite a en gros fini de rembourser les emprunts contractés pour acquérir un patrimoine. Si en plus le revenu universel existe, il aura plus de facilité à rembourser ses emprunts jusqu'à la fin de sa vie, s'il en a encore, ce qui est souvent le cas. Exemple du couple du Brûlis. Le cas d'un emprunt fait le jour d'avant. La Ferrari fiction. Si une Ferrari coûte 300 000 € et que le salaire moyen d'un travailleur est de 300 000 €, alors jamais ce travailleur ne pourra s'acheter une Ferrari de sa vie dans le système actuel, parce que son salaire est utilisé pour maintenir son train de vie au quotidien. S'il est riche, parce qu'il a gagné au loto ou parce qu'il a eu la chance d'hériter, alors l'augmentation de son pouvoir d'achat n'a rien à voir avec son temps de travail. Donc le pouvoir d'achat, dans ce cas, ne signifie strictement rien dès lors que son pouvoir d'achat est juste relié à son salaire et non à sa richesse. Un travailleur pauvre qui commence à travailler ne pourra jamais s'acheter une Ferrari avant d'avoir un travail extrêmement bien rémunéré et encore au bout d'un temps certain seulement. Il faut pour s'acheter une Ferrari un salaire largement bien au-dessus de 300 000 €. Le jour d'après, dans le cas de l'ADN, un travailleur qui commence à travailler aura déjà un certain pouvoir d'achat positif, si pendant sa jeunesse il a su économiser son ADN. En fait, économiser de l'ADN, c'est comme épargner de l'or, sauf qu'aujourd'hui, pour épargner, il faut avoir un travail. Si par exemple il a économisé l'équivalent d'ADN de 100 000 € en or, il ne lui restera plus que 200 000 € à économiser en or avec son travail pour s'acheter la Ferrari de ses rêves. En faisant un calcul rapide, 100 000 € d'économie sur 16 ans donne environ 6 250 € par an, soit 520 € par mois d'économie, qui auraient pu en plus être placés. Cela revient au même que d'avoir contracté un crédit dans une banque, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à rembourser, au contraire, l'argent est fructifié et disponible de suite à l'âge de 16 ans. Il est clair que si un travailleur le jour d'avant est capable de s'acheter une Ferrari à 300 000 €, alors cela signifie que son salaire est très important. En admettant qu'il n'a pas la somme pour s'acheter la Ferrari et qu'il emprunte tout sans intérêt, alors sur 16 ans, il faudrait qu'il emprunte 300 000 € divisé par 16, soit 18 750 € par an, soit 1 562 € par mois à rembourser. De la même façon, 16 ans après, en admettant que les prix et les taux d'intérêt n'ont pas changé, le jour d'après, il lui faudra emprunter 200 000 € divisé par 16, soit 12 500 €, ce qui donne 1 041 € par mois. Donc, en ne considérant que l'achat de la Ferrari, son salaire peut être diminué d'un tiers, soit 1562 moins 1041 égale 520 €. Seulement, il s'agit là du montant sans intérêt, donc il est clair que le salaire de ce riche travailleur peut diminuer sans créer trop de baisse de pouvoir d'achat. De plus, si les prix sont ajustés en fonction de l'inflation, un travailleur qui voit son salaire baisser ne voit pas son pouvoir d'achat trop diminuer grâce à l'ADN. Le problème est qu'au jour d'avant, si le travailleur a contracté un crédit pour s'acheter une Ferrari, il verra mal son salaire baisser à cause de ses traites à rembourser. Il faut donc prévoir ce cas dans l'établissement des règles de convergence et créer des règles de convergence de transition pour le jour d'après. Il y a deux solutions a priori. Celui qui partage le travail gagne moins d'or
mais l'ADN économisé convertit plus en or pour compenser la perte du pouvoir d'achat. Règle temporaire ajustée dans le contrôleur d'ADN. Ou celui qui partage voit son taux de remboursement révisé à la baisse afin de compenser la perte de son pouvoir d'achat. L'État rembourse la partie du manque à gagner de la banque. L'ADN économisé dans ce cas convertit moins d'or pour compenser le manque à gagner de l'État. Règle temporaire toujours ajustée dans le contrôleur d'ADN. Remarque importante. Bien entendu, un emprunteur qui s'arrête de travailler volontairement ne répond plus aux critères de convergence et se voit alors restitué dans les mêmes conditions que le jour d'avant. Aucun changement de règle de convergence ne peut être autorisé. Les règles de l'assurance chômage s'appliquent dans ce cas jusqu'à ce que le chômeur retrouve du travail. L'avantage est que le travailleur, qui ne trouve pas de travail immédiatement, peut utiliser une partie de l'ADN transformé en or pour rembourser un peu sa dette, tout en continuant à vivre. Dans le cas de non-respect du remboursement des traites, la situation relève de la justice sans remettre en cause le revenu universel, sauf que l'ADN ne peut plus se transformer en or par économie. La règle de convergence impose une peine de travaux d'intérêt général obligatoire si nécessaire, dont le salaire en or revient au créancier. Si rien n'est possible, il ne reste plus qu'à vendre la Ferrari. LOL. Bref, la veille du jour d'après, il sera déconseillé d'acheter une Ferrari si on n'a pas les moyens. Dans les deux cas, le principe de la récompense est effectif à moindre frais pour l'emprunteur, la banque et l'État. N'oublions pas que ce schéma correspond au jour d'après et n'est provisoire que pendant la durée de l'emprunt contracté le jour d'avant et qui s'étend le jour d'après. Tout emprunt contracté le jour d'après respecte la règle de convergence. Bien sûr, ce calcul est basique, mais il prouve que l'ADN permet de baisser les salaires sans créer de déflation ni baisser le pouvoir d'achat si les prix et les taux d'intérêt sont maîtrisés. Le choix de la Ferrari est symbolique de la richesse. Tout le monde ne s'achète pas une Ferrari, mais cette fiction montre qu'avec l'ADN et le principe de la récompense, tout est faisable. Le problème serait le même pour l'achat d'une maison ou un autre bien, n'être non vital, mais qui contribue au bonheur. Est-ce que le fait de pouvoir se payer une Ferrari est un facteur qui entre dans le calcul du BIB? En fait, non, parce que l'ADN n'est pas un bien vital, et même si un jeune économise bien jusqu'à 16 ans, il n'aura pas assez d'or pour s'en payer une vraie. Peut-être qu'il se satisfera d'être autophiliste, à moins qu'il ait commencé une notaphilie. DR. Comparons le revenu universel passif avec l'ADN. Un revenu universel passif, nous l'avons vu, est un montant fixe d'or donné chaque mois à tout le monde. Le montant de l'or encaissé par le citoyen peut servir à n'importe quoi d'autre que les besoins vitaux. L'or peut être dépensé à tort et à travers avec les gâchis que l'on connaît et avec la destruction sans contrainte des ressources de la terre. Ni l'humanité ni l'État ne récupèrent rien de cet assistanat qui ruine les contribuables actifs dans le règne de la punition collective. En donnant de l'ADN transformable en or, si le citoyen fait des économies à la finale, cela revient à ne donner aux citoyens qu'une certaine quantité d'or différente à chaque citoyen. En admettant qu'aucun citoyen ne fasse d'effort d'économie, tout l'ADN sera utilisé. Le citoyen ne touchera pas d'or, mais le travailleur aura touché plus d'or puisque tout l'ADN aura été consommé. Donc il ne serait pas trop difficile de faire le calcul dans les deux cas. Celui où l'on donne le RSA à certains seulement, et celui où l'on donne l'équivalent de tout l'argent du RSA divisé par le nombre de citoyens à tout le monde. Bien sûr, cela ferait moins d'or pour chacun, mais en réalité, cela ne serait pas très différent du montant calculé quand l'ADN se transforme en or. Sauf que dans le cas de l'ADN transformé en or,
Le montant total de l'or est réparti en fonction des efforts réalisés pour économiser les ressources de la terre. C'est le principe de la récompense. Dans l'autre cas, le RSA ne suffira pas de toute façon à consommer et faire des économies. Donc pas de récompense, le problème restera entier. Nous voyons bien que le fait de donner de l'argent numérique rend le revenu universel modulable pour chacun en fonction du respect des règles de convergence. La quantité d'or équivalente ADN dépensée par l'État chaque mois est variable suivant les économies d'ADN réalisées par le citoyen et inférieure obligatoirement à une même quantité d'or fixe qui serait donnée chaque mois à chaque citoyen sans retour avec les gâchis que cela peut entraîner et qui coûte à l'État, donc à certains citoyens, ceux qui payent les impôts. Toujours les mêmes d'ailleurs, ceux qui ne trichent pas et ceux qui travaillent. La théorie de la monnaie relative dans ce cas ne peut pas s'appliquer, puisque la quantité d'or transformée est variable contrairement à la quantité d'or donnée à chaque citoyen dans le cas d'un revenu universel passif. De plus, l'or donné participe, par exemple, au développement durable, à la culture bio, aux économies d'énergie et à l'économie des marchés, puisqu'une partie de l'or récupéré, qui est partagée par le citoyen et l'État, est automatiquement réinvestie grâce aux règles de convergence. En plus, un bien ou service vital n'est pas un objet, c'est un consommable qui ne peut pas être revendu puisqu'il est volatile. Quand un œuf a été gobé, il n'existe plus. On ne peut pas le revendre. Avec le principe de la récompense, la consommation est rémunérée, donne du travail à la société, ce qui augmente la croissance, produit plus de richesses et diminue la pollution de la terre liée au gâchis. Plus il y aura de richesses, plus il y aura de possibilités de fournir de l'ADN, ce qui tombe bien puisque la démographie augmente de jour en jour, la mortalité étant plus faible que la natalité. Avec le système actuel, il arrivera un jour où on ne pourra plus donner ni le RSA ni d'autres aides sociales et probablement les retraites baisseront fortement. La sécurité sociale sera en faillite totale. À terme, les actifs paieront tellement d'impôts qu'ils ne travailleront plus parce que cela ne servira plus à rien. Les retraités ne pourront pas de toute façon aider leurs descendants puisque les retraites n'augmentent pas aussi vite que les impôts. Et si les travailleurs sont réduits à peau de chagrin, les retraites suivront rapidement le même chemin par manque de cotisation. On voit bien déjà ce qu'il se passe avec la GIRC et l'ARCO. Si plus personne ne produit, les ressources de la terre vont s'épuiser rapidement, car personne n'hésitera à se servir. Les prisons étant déjà surpeuplées, ce sera la panique. Aucun riche n'échappera à la débandade. Alors comment vivrons-nous? De plus, si les retraités deviennent peau de chagrin, ce ne sont pas les enfants qui pourront aider leurs parents. Alors qui va le faire? Help, 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 help! Le moment est donc venu, financiers et banquiers européens, mais surtout français, de revoir votre copie. Que ferez-vous si plus personne ne peut emprunter parce que manger est devenu une priorité? Je rappelle, mais c'est peine perdue, les billets de banque ne se mangent pas. Ils peuvent toujours brûler pour chauffer l'être humain, mais il faudra faire marcher la planche à billets jour et nuit en hiver. Ne comptez pas sur les fonctionnaires qui, soi-disant, ne foutent rien. Ils ne travailleront sûrement pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire du feu. Que ferez-vous, mesdames et messieurs les politiciens, si les entreprises licencient pour faire plaisir à leurs actionnaires? Et que ferez-vous, mesdames et messieurs les actionnaires, si les travailleurs ne travaillent plus parce que les aides sociales vont bientôt remplacer le travail? Oui, vous allez me dire, mais tout ira bien puisque les travailleurs sont remplacés par des robots. Ah, oui, mais les robots, qui va les construire si l'être humain ne travaille plus? Qui va acheter les robots
si les produits qu'ils fabriquent ne peuvent pas être vendus faute d'acheteurs? C'est un cercle vicieux, mesdames et messieurs. Nous sommes bientôt dans la passe. Aujourd'hui, nous sommes tellement inquiets que les hommes politiques lancent des sondages auprès des citoyens pour faire l'état des lieux, pour essayer de se rassurer, parce qu'ils ne croient pas un seul instant à ce qu'on leur dit au travers de tout ce qui se passe dans le monde par l'intermédiaire des médias. Les hommes politiques, et notamment les jeunes hommes, sortent des grandes écoles sans savoir ce que c'est que de vivre la pauvreté. Ils ne savent pas ce que signifie le mot économie. Pour eux, c'est évident, si tu veux t'acheter un costume, il faut travailler, disait il n'y a pas si longtemps un certain ministre de l'économie française. Le problème, c'est que même un travailleur avec un bon salaire ne peut pas se payer un costume. Il est indispensable, comme dirait Archimède dans son aérostat, mesdames et messieurs du CAC 40, pour que le cours de l'or monte vers le haut, lâchez un peu de lest. Il faut savoir donner un peu pour recevoir beaucoup. Le monde ne fonctionne que par la récompense. Celui qui est constamment puni ne voit pas pourquoi il ferait des efforts, sauf s'il n'a pas le choix, et cela revient à l'esclavage. De plus, quand un être humain n'a plus rien à perdre, de quoi est-il capable? Le nouveau 14 juillet n'est plus très loin. Ce n'est pas un chantage, c'est de la prémonition. Je crois que le FMI devrait commencer à s'inquiéter du désordre qui se prépare dans le monde, car les investisseurs commencent à paniquer. Investor George Soros calls for reconstruction of EU after Brexit vote. Voilà les paroles que l'on entend au FMI. La patronne du FMI, elle ne s'affole pas, au contraire. She doesn't sing. She panics, as in the song of Olivia. Elle pense que le Brexit est un bien pour l'Europe. Elle pense que l'Europe doit comprendre que le temps est venu de faire autrement. Mais quoi? Elle ne dit pas. Elle attend les élections de 2017, le dos au vent de panique qui souffle en France comme en Europe pour se présenter. Mais toujours avec les mêmes propositions. Travaillez plus, jeunes gens, travaillez plus longtemps, vieilles gens. Patricia chante Olivia. Qui panique? L'Europe ou l'économie mondiale? Qui? Le Royaume-Uni? Europe. Du cirque tu en as fait, des poignards tu as manié, des cibles tu as raté, des coups de fouet tu as donné, un lion tu as perdu, ton coq ne chante plus, les éléphants ont peur, tes clowns ne font plus rire, tes équilibristes risquent la chute, tes finances vacillent, l'agora risque bientôt de refuser ton chapiteau, ton spectacle n'est plus au point. Les spectateurs veulent envahir la piste, les ouvreuses ne savent plus où donner de la tête et l'orchestre joue Bruxelles sur le boulevard désert. Baisse du temps de travail, mais pas baisse des salaires. Le jour d'après. Un autre problème à résoudre. Un salarié du jour d'avant gagne un salaire mensuel qui, après un certain nombre d'années, est augmenté. En imaginant qu'il veuille respecter le jour d'après la règle de convergence du partage du temps de travail, alors il va perdre en salaire mensuel, ce qui revient à une baisse de salaire. Il faut donc tenir compte de cette baisse possible le jour d'après, afin que le principe de la récompense ne soit pas altéré. Pour cela, il faut que la récompense compense la perte de salaire mensuel. Il faut donc payer le travailleur du jour d'après, suivant les règles de convergence, mais aussi en fonction du contrat de travail négocié le jour d'avant, et augmenter le salaire du travailleur qui partage pour assurer le principe de la récompense. Comme dans le chapitre précédent, il y a donc compensation de la perte du pouvoir d'achat
à cause du partage du temps de travail par une augmentation de salaire. Par conséquent, le salarié du jour d'avant travaille moins sans perte de salaire. Cette garantie de salaire peut, si le code du travail est changé, suivre le salarié du jour d'avant jusqu'à sa retraite s'il est victime du chômage. La règle de convergence du salaire minimum garanti le jour d'avant peut être instituée uniquement pour le salarié du jour d'avant. Donc le principe de travailler plus pour gagner plus devient travailler moins pour gagner plus, grâce au principe de la récompense qui transforme l'ADN en or non imposable si l'ADN est économisé. Ce sera une transition nécessaire pour ne pas pénaliser celui qui travaillait le jour d'avant. Pour celui qui n'avait pas de travail le jour d'avant, il aura donc la possibilité d'en obtenir un avec un contrat de travail du jour d'après, un CTL, un contrat de travail libre. Certes moins bien rémunéré, mais le fait de toucher de l'ADN lui permettra de revenir à un niveau équivalent au bout d'un certain temps et il pourra aussi se construire une retraite. Pour le salarié du jour d'après qui commence à travailler, même si son salaire est plus faible, il peut espérer progresser et s'enrichir autant que le salarié du jour d'avant, dont le pouvoir d'achat est augmenté grâce au principe de la récompense. Son impôt n'ayant pas non plus été augmenté compte tenu de la règle de convergence du partage du travail. De plus, un impôt supplémentaire revient au fournisseur d'ADN. Le partage du travail est dosé, bien entendu, en fonction des règles de convergence, mais aussi du code du travail. Temps de travail hebdomadaire maximum, temps de travail minimum contractuel de l'entreprise, etc. Je ne suis pas prophète, mais je prédis que le système sera sans doute en équilibre total dans une ou deux générations maximum. Il faudra faire un calcul précis que je ne suis pas capable de faire cette nuit du 28 au 29 juin 2016. Voilà un bon sujet de thèse en mathématiques à donner à un étudiant de ce jour d'avant. Soulagement. Le jour d'après, les travailleurs du jour d'avant vont pouvoir souffler parce que le partage du travail va enfin permettre aux travailleurs de ne plus se préoccuper de gagner leur vie pour eux-mêmes ou pour leur famille. Je suis sûr que le partage du travail se fera naturellement et doucement, sans cri ni grincement de dents, quand le principe de la récompense individuelle sera entré dans les mœurs. Ceux qui ont du travail aujourd'hui travaillent trop et aimeraient bien laisser un peu de place s'ils n'avaient pas à se préoccuper de payer leurs dettes parce qu'ils sont organisés leur vie de famille en fonction de l'espoir d'une vie paisible à la retraite. Pour ceux qui n'avaient pas de travail le jour d'avant, vont enfin pouvoir espérer en trouver un. Si l'esprit de convergence est à l'honneur dans les entreprises, le bonheur au travail deviendra une réalité et l'implication des travailleurs dans leur performance pour l'entreprise sera plus forte. Ceci ira bien entendu dans le sens d'une augmentation de la compétitivité des entreprises et des retombées économiques sur la croissance. Le pouvoir d'achat des citoyens va augmenter et donc la consommation par conséquence. Avec l'ADN, faisons du PIB un BAT, un bonheur au travail, et un BAL, un bonheur au loisir, et un BEF, un bonheur en famille. Si l'ADN existe un jour, j'aurais fait ma BAAM sur Terre, ma bonne action avant de mourir. Les nouveaux humanistes. Je dédie toute cette prose à Bill Gates pour sa fondation humanitaire, à Xavier Niel pour son école 42 et le forfait free à 2 €, à Emmanuel Faber pour son discours émouvant d'actualité sur la justice sociale dans l'économie, à tous ces humanistes, ces gens qui ont de la richesse et qui veulent la partager. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a bien d'autres, moins riches qu'eux, qui agissent tous les jours pour rendre à l'être humain le bonheur qui lui a tant manqué jusqu'à aujourd'hui. Peu importe quel est le parcours de chacun,
S'ils n'ont pas commis de crimes contre l'humanité, ces êtres humains qui se rendent compte enfin que d'être ultra riche ne sert à rien sont respectables. Le dire aux autres riches est déjà le début d'un changement de mentalité. Je suis heureux de savoir que des hommes sur cette planète qui ont largement de quoi vivre sans se préoccuper du malheur des autres crient au secours dans un élan de générosité. Malheureusement, leurs actions à elles seules ne suffiront pas à résoudre les problèmes liés à l'argent. De plus, ce n'est pas de la générosité dont l'être humain a seulement besoin, c'est aussi la reconnaissance de son statut. Il demande aussi que son environnement soit sain, sans avoir aucune idée de comment il faut faire pour le garder sain. Alors, dans l'ignorance, il invente des prétextes pour se cacher de la réalité. Au fur et à mesure que l'humanité changera en permanence l'environnement en le rendant toujours plus virtuel que réel et plus pollué, l'être humain deviendra un humanoïde. Seulement, la transformation s'arrêtera là et il aura toujours besoin d'argent. L'argent est un prétexte. Quand il y a une réforme à faire, l'être humain, dit-il, faut se donner les moyens de le faire. En réalité, il pense, si j'avais de l'argent, peut-être que ce serait possible. L'humanité a créé la monnaie ou l'argent parce que les ressources de la Terre ne sont pas suffisantes pour tous les êtres humains. L'argent servait à partager les ressources de la Terre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que l'argent a inventé d'autres besoins que l'être humain ne veut pas partager. Ces objets qu'il a créés pour assouvir ses besoins matériels ont changé son comportement animal. Son instinct n'est plus seulement celui de survivre, il est devenu celui d'être riche ou de ne pas devenir pauvre. Maintenant, la richesse est une notion tout à fait relative parce que l'être humain évalue la richesse non pas par rapport aux ressources vitales de la Terre, mais par rapport aux ressources qui lui permettent de fabriquer et d'exploiter les objets qu'il fabrique. Il ne se rend même pas compte qu'il y a d'autres êtres humains qui travaillent pour qu'ils puissent manger et se loger pendant qu'ils fabriquent des objets souvent inutiles. Qui peut affirmer que tous les objets qu'il a achetés dans sa vie sont utiles? Si l'être humain n'était pas cupide, il ne fabriquerait pas des objets inutiles qui créent des besoins inutiles. Je ne dis pas que le modernisme est inutile, parce que je mentirais, mais je dis que l'argent ne doit pas être un but dans la vie. Or, c'est ce que l'humanité fait croire à chacun. L'objectif principal de l'être humain doit être de sauver sa vie et donc celle de la planète. Dans le règne de la punition collective, c'est impossible parce que chacun essaye de ne pas être puni. C'est l'objectif premier, ne pas perdre d'argent. Dans le règne de la récompense individuelle, l'objectif c'est d'être récompensé, c'est donc de gagner de l'argent. Dans le premier règne, il n'y a pas de règle, la seule règle est de ne pas se faire prendre. Dans l'autre règne, la seule règle c'est de devenir ou rester un être humain, pas un humanoïde ni un animal. Le mot cupidité ne sera jamais rayé du dictionnaire tant que le mot argent y sera aussi. Dans le règne de la récompense individuelle, la cupidité n'existe plus, puisqu'avec l'ADN, personne ne peut s'acheter autre chose que des biens et des services vitaux, pas de Ferrari, ni de drogue, ni de tabac, ni de produits toxiques, ni autres objets inutiles ou néfastes ou destructeurs des ressources de la Terre et de l'humanité, donc de l'être humain. De plus, l'ADN transformé en or est en quantité limitée, juste pour la récompense, pas pour devenir riche rapidement. Quand les mots reprendront leur vraie valeur, les paroles transformeront les discours en actes. Le PIB aura alors toutes les chances de devenir un BIB. Seulement, qui veut bien comprendre? Puis-je vous poser une question? Oui, tant mieux parce que je vais vous la poser quand même. Qui est pour l'ADN? À vous de me le dire. N'hésitez pas, faites-le moi savoir par tous les moyens que vous connaissez. Pensée de l'auteur. Aucun moulin à parole ne peut moudre les grains de son pour confectionner la farine de la compréhension sans air. Alors, protégeons la terre. Thierry Dehaye. Fin de l'épisode 8